Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news parce que j'ai manqué le Texama Show de la semaine dernière. On a d'abord ChatGPT qui va mettre des pubs sur leur site web parce qu'ils ne font pas assez d'argent, ce qui est un petit peu prévisible. Nous avons TikTok qui a enfin été techniquement racheté, on va en parler un petit peu plus, en tout cas aux États-Unis. Le gouvernement français qui va abandonner Teams, je les comprends totalement. Et puis plein de news au niveau hardware, notamment nous avons les reviews enfin de Panther Lake, les derniers processeurs d'Intel sur ordinateur portable, et c'est très prometteur. Et aussi évidemment le 9800X, 9850X 3D voilà, est sorti. Donc nous avons aussi des tests là-dessus, donc on va voir ce que ça donne. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Commençons par justement la news qui concerne OpenAI et ChatGPT qui va bientôt avoir des pubs, en tout cas aux États-Unis, mais ça pourra arriver dans le reste du monde. Ils ont aussi lancé, ou plutôt ils vont lancer un nouvel abonnement qui sera ChatGPT Go qui coûtera moins cher, comme ça il sera un petit peu plus abordable. Tenez compte que du coup les pubs seront disponibles, en tout cas comme j'ai dit aux États-Unis dans un premier temps, sur la version gratuite, mais aussi sur l'abonnement ChatGPT Go. Donc c'est un petit peu comme l'abonnement Netflix qui est moins cher mais qui a quand même des pubs. C'est aussi assez étonnant de voir que la solution de n'importe quelle entreprise américaine quand ils ne font pas assez d'argent, c'est juste de mettre des pubs partout à chaque fois. Mais bon, bref, dans tous les cas, pourquoi ils font ça aussi? Parce qu'ils ont indiqué récemment qu'ils avaient seulement assez de cash pour durer jusqu'à l'année 2027, ou en tout cas début 2027. Donc, sans injection de capital, sans que quelqu'un investisse dans leur entreprise, s'ils n'arrivent pas à faire plus de cash que ça, début 2027, ils pourraient se retrouver justement sans aucun cash, ce qui les empêche d'investir dans le futur, mais aussi même de payer leur infrastructure actuelle. Parce que les data centers, même s'ils sont construits et qui tournent, il faut payer l'électricité et tout ça, et les employés aussi, évidemment. Alors, en réalité, un an de cash pour une startup, c'est vraiment pas mal. Quand on voit, par exemple, par le passé, Tesla, il y a des fois, ils étaient à 1 ou 2 mois de plus avoir de cash du tout. Bon, évidemment, il y avait Elon Musk derrière qui pouvait toujours réinjecter un petit peu, mais quand même, ça montre que des fois, certaines, justement, startups sont au bord de la faillite. Et c'est justement la stratégie. Vous restez au bord de la faillite, vous investissez un maximum pour grandir, grandir, grandir. Et quand vous avez fini de grandir, un petit peu comme c'est le cas d'OpenAI, je pense, en ce moment, ben vous commencez à essayer de monétiser au mieux ce que vous avez créé. Et là, c'est quand vous commencez à augmenter les prix, monétiser, mettre de la pub un maximum. Et bien souvent, quand ce genre de truc arrive, le service devient moins bon. Et le truc, c'est que ChatGPT est plutôt populaire, mais je ne sais pas si ChatGPT restera toujours populaire quand il sera encore plus cher, même s'il va en avoir un abonnement moins cher, et surtout quand il y aura des pubs partout et que ça va commencer à réduire l'expérience utilisateur. Et c'est certainement aussi quelque chose qui va arriver sur d'autres services, notamment Gemini de chez Google. Ils ne peuvent pas juste continuer d'investir dans des énormes data centers, brûler du cash pour créer tout ça, et puis derrière ne pas faire d'argent. Surtout que les chats par IA, que ce soit ChatGPT justement ou même Gemini et tout ça, ont sacrément coupé dans les revenus de Google publicitaires qu'ils avaient justement à travers Google. Et donc forcément, ils vont essayer de récupérer d'une manière ou d'une autre ces revenus-là. Donc, est-ce que c'est le début de l'augmentation des prix des IA? Peut-être, probablement. En tout cas, ChatGPT et OpenAI, il y a un petit peu les premiers à vraiment se dire: «Oh OK, il faut qu'on monétise au mieux ça, on va commencer à mettre des pubs». Donc, à voir justement qui va suivre derrière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se retenir de faire ça pendant un moment pour essayer d'attirer les gens vers eux? Ou est-ce qu'ils vont suivre aussi de la même manière parce qu'ils vont se dire: «Ah ben si eux ils peuvent le faire, ben nous aussi on va le faire». Mais une chose est sûre, forcément des pubs dans des chats comme ça va forcément réduire l'expérience utilisateur. Ils ont montré un petit peu des exemples d'ailleurs de comment ils allaient implémenter les pubs. Donc notamment quand vous recherchez quelque chose, ça mettrait une pub pour un lieu. Je sais pas moi. Oh, ChatGPT, donne-moi des projets de vacances, je sais pas moi, à New York. Et hop, ça pourrait vous mettre des pubs en rapport avec des business à New York. Donc, en toute logique, ça n'affecterait pas le texte qui vous donne de recommandations et tout ça, mais il y aurait une pub qui apparaîtrait à côté, quoi. Enfin, ça c'est pour le moment. Si vous vous souvenez, Google aussi, au début, c'était un petit peu comme ça, hein, quand vous recherchiez sur Google, il y avait au début une pub tout au-dessus, un truc sponsorisé qui était assez bien indiqué, mais maintenant, quand vous recherchez sur Google, vous avez un, 2, 3, 4, des fois suffisamment de résultats, surtout sur mobile, pour remplir l'entièreté de votre écran, qui sont entièrement sponsorisés. Et puis seulement après, vous avez les vrais résultats en dessous. Et j'ai eu le cas récemment, je ne sais plus ce que j'avais tapé. J'avais tapé enfin, le nom exact
d'une entreprise. Et les premiers résultats, ben, je me souviens, voilà, j'avais tapé Soyuz Start, qui est une succursale de OVH, qui fait des serveurs dédiés. Et les premiers résultats, c'était que des concurrents d'OVH, qui avaient payé pour être mis en avant sur Google quand vous recherchez justement OVH ou un truc en rapport. Et donc, j'ai dû scroller vers le bas pour vraiment trouver le bon. Donc, c'est juste pour vous dire, ça pourrait aussi arriver justement sur cette chat par IA. Les ré- Au final, ce qui va vous donner, la réponse qu'il va vous donner, s'il y a de plus en plus de trucs sponsorisés, oui, au début, ce sera raisonnable, mais je sens arriver qu'il va y avoir de plus en plus de pubs dedans. Et si vous ne voulez pas des pubs, ben vous devrez payer l'abonnement qui sera de plus en plus cher. Donc, ma foi, profitez des chatbots tant que vous le pouvez, tant qu'ils sont encore bons, ou peut-être passer à un qui est un petit peu plus open source, ou faites-en tourner un chez vous si vous le pouvez, parce que c'est peut-être le début de la fin pour pouvoir les utiliser d'une manière, on va dire, facile. Et bientôt, on devra juste voyager à travers les pubs, écarter les pubs de côté afin de trouver la bonne information, ce qui cassera clairement l'intérêt de ce genre de service. Mais bon. Et du coup, c'est officiel, TikTok aux États-Unis maintenant appartient majoritairement à TikTok USDS Joint Venture LLC. Derrière ce magnifique nom se cache un groupe d'entreprises qui a tout simplement décidé de racheter TikTok, ou en tout cas en grande partie TikTok. L'une des plus grosses entreprises dans on va dire, ce LLC, c'est justement Oracle, qui est assez bien connu ces derniers temps parce que il travaille énormément pour fabriquer, ou plutôt construire des data centers pour tout ce qui est IA, pour juste vous resituer un petit peu. Et Oracle aussi est la société derrière Java, notamment, le langage de programmation. Enfin bref, dans tous les cas, ils ont racheté, si je me souviens bien, jusqu'à 80% des parts de TikTok. Et c'est-à-dire que ByteDance, qui est l'entreprise normalement derrière la version internationale de TikTok, mais aussi la version chinoise qui ne s'appelle pas TikTok, a maintenant seulement 20% des parts de la version américaine de TikTok. Alors ça ne n'influence pas justement la version européenne, tenez-en compte. Et c'est surtout une manière pour les États-Unis de prendre le contrôle justement sur un réseau social qui, au final, était le premier réseau social qui n'avait pas le contrôle. Parce que jusqu'à maintenant, si vous regardez les réseaux sociaux, vous avez Twitter, YouTube est considéré comme un réseau social, Facebook évidemment. Tout ceci appartenait en tout cas à des entreprises américaines et donc était contrôlé justement en partie par le gouvernement américain. Si le gouvernement américain disait hey, Facebook, donne-nous des données là-dessus, il les récupère assez facilement. Sauf que TikTok, c'était pas le cas. Et forcément, les Américains, pour une fois qu'ils étaient de l'autre côté, on va dire, de la barrière, ils étaient en mode finalement, c'est pas très plaisant de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose, surtout un réseau social qui contrôle l'entièreté de la fabrique de notre société. Donc, on va vous forcer à tout simplement le revendre. Donc, c'est aussi pour ça. Il y a d'ailleurs des accusations d'utilisateurs TikTok. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y a des accusations que depuis justement que le rachat est officiel, depuis qu'ils ont pris la main justement sur la version américaine, en tout cas, il y a des accusations de censure, il y a des accusations de justement quand les gens veulent poster des trucs en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis, ça se fait censurer ou ils ne peuvent pas les poster. Donc, à voir si c'est vrai, mais c'est plutôt marrant que, bon, évidemment, ici c'était la version américaine et du coup, par extension aussi internationale de TikTok. Donc, c'est pas la même version qu'il y a en Chine qui est beaucoup plus restreinte, tenez-en compte. Mais c'est quand même marrant de voir que les États-Unis a racheté quelque chose et maintenant ils sont en train de peut-être le restreindre plus que l'entreprise chinoise à qui ça appartenait, ce qui est voilà, un petit peu abusé. Même si Biden avait été aussi accusé par le passé d'avoir, on va dire, restreint certaines choses sur la plateforme, hein, tenez-en compte. Donc, juste pour montrer que il est peut-être temps à l'Union européenne de développer justement des alternatives chez nous. Et justement, on a une news par rapport à ça, parce que vous avez le gouvernement français qui va arrêter d'utiliser Zoom et aussi Microsoft Teams, ça c'est le plus important, pour tout simplement utiliser une plateforme qui vient de la France. Et c'est dû au fait qu'ils veulent être moins dépendants justement de logiciels qui viennent des États-Unis. Ce qui est tout à fait compréhensible. Surtout quand vous devez utiliser Microsoft Teams. Voilà. À chaque fois, moi, pour la RTBF, je fais des vidéos pour la RTBF si vous vous souvenez, on a une réunion une fois par semaine, c'est sur Microsoft Teams et à chaque fois, genre surtout sur mobile, j'essaie de de rejoindre la réunion, ça ne marche pas. Je suis obligé de relancer l'application, c'est horrible. Je déteste cette application. Donc, je comprends tout à fait le gouvernement français qui va arrêter de l'utiliser. Maintenant, il faudra voir si l'alternative qu'ils ont choisie soit meilleure. Hein. Ça, je ne sais pas trop. Mais une chose est sûre, je pense que ça ne fait pas de mal, clairement, en tout cas pour les gouvernements européens, d'arrêter d'utiliser justement des services qui viennent d'autres pays totalement étrangers. En tout cas, au moins se concentrer sur des services qui viennent de l'Union européenne parce que derrière, ça leur assure d'avoir un petit peu plus de contrôle. S'il se passe quelque chose,
il y a des recours qui peuvent se faire au niveau de l'Union européenne. Si on apprend que justement Microsoft a espionné les gouvernements qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une amende au niveau de l'Union européenne, mais ça va pas faire grand-chose au niveau de Microsoft. C'est une énorme entreprise. Alors que si c'était une entreprise française qui était pris la main dans le sac à faire ça, ce serait un petit peu différent. Après, je suppose qu'une entreprise française ne ferait pas ça volontairement vu que ils sont en France, mais bon. Dans tous les cas, selon moi, c'est une bonne chose et j'espère qu'on verra justement plus ça, notamment avec tous les autres services Microsoft, Microsoft Office, vous avez LibreOffice, OpenOffice, même Windows, techniquement, il y a beaucoup de services du gouvernement qui pourraient juste tourner sur Linux. Il n'y a aucune raison des fois d'utiliser Windows. Linux marcherait très bien, donc ça aussi, et ce serait plus sécurisé. Donc ça aussi, j'espère que justement, ça va commencer à s'accélérer un petit peu. Ils vont commencer à passer à leurs propres services ou en tout cas à des services européens. Ah bah tiens, comme par hasard, une news en rapport avec celle d'avant où Microsoft a donné les clés de chiffrement de Windows au FBI. Donc, si vous ne savez pas, sur Windows, vous avez quelque chose qui s'appelle BitLocker. C'est tout simplement une manière de chiffrer votre disque, que ce soit le disque principal ou même d'autres disques secondaires. Donc, comme ils sont chiffrés, c'est-à-dire que si quelqu'un prend votre disque et le met dans un autre PC, ça ne marchera pas. S'il n'a pas la clé de déchiffrement, il ne pourra pas voir les données qui sont dessus. Ce qui est une bonne chose, surtout, je dirais, pour des ordinateurs portables. Si c'est un ordinateur fixe, discutable de l'intérêt selon moi, parce que si quelqu'un, de toute façon, a l'accès à votre ordinateur fixe chez vous, il pourrait faire d'autres trucs, il pourrait mettre un keylogger dans un port USB, ce genre de truc. Alors qu'un ordinateur portable, c'est pour être plus fréquent que quelqu'un arrive à le voler en public ou autre chose, quoi. Mais dans tous les cas, ça permet de chiffrer votre disque et selon moi, c'est encore une fois une bonne chose. Maintenant, cette clé de chiffrement, vous pouvez juste la garder pour vous. Vous pouvez la sauvegarder d'ailleurs sous un fichier ou autre chose, ce qui est très important d'ailleurs. Vérifiez si votre disque a BitLocker d'activer. Vous pouvez juste taper dans la barre de recherche Windows BitLocker, regardez si c'est activé. Si c'est activé, sauvegardez la clé quelque part. Parce que si vous la perdez un jour, si vous changez de carte mère, si vous changez de processeur aussi, vous pouvez perdre cette clé et vous devrez la remettre. Et si vous la perdez, vous pouvez perdre toutes vos données parce qu'elles sont chiffrées. Donc, petite mise en garde. Mais dans tous les cas, c'est une manière de la sauvegarder. Et la seconde manière de la sauvegarder, évidemment, c'est de la sauvegarder sur son compte Microsoft. Et plutôt, vous n'avez pas le choix en fait. Microsoft, automatiquement, dès que vous avez un compte Microsoft de connecter à Windows, qui est obligatoire maintenant, surtout avec Windows 11, à part si vous traficotez un petit peu, ben vous avez forcément le compte Microsoft et donc il sauvegarde automatiquement votre clé BitLocker. Donc, quelque part sur un serveur Microsoft, toutes ces clés de déchiffrement sont disponibles. Et apparemment, elles sont sauvegardées en clair parce que ils peuvent le donner au FBI. Parce qu'ils pourraient les rechiffrer, ils pourraient rechiffrer la clé avec notamment votre mot de passe de votre compte Microsoft. Ça, ce serait une possibilité si je me souviens bien, hein. Je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais je suis pratiquement sûr que ce serait possible. Comme par exemple, votre mot de passe Microsoft, il n'est pas disponible en clair sur leur base de données. Il est chiffré. Donc, je suppose qu'ils pourraient faire la même chose avec la clé de déchiffrement. Mais ce n'est pas le cas. Et apparemment, ils peuvent juste donner, oui, cette clé au FBI. Donc, si le FBI met la main sur un ordinateur d'une mauvaise personne, ok, cool, oui, ils peuvent déchiffrer. Mais aussi, oui, s'ils mettent la main sur, je sais pas moi, il pourra avoir des abus en fait. Imaginez, je sais pas moi, un diplomate qui arrive aux États-Unis avec son ordinateur portable. L'ordinateur est chiffré évidemment. Ils font une copie du disque pendant qu'ils contrôlent ce diplomate, même si techniquement les diplomates ont l'immunité. Mais imaginons plutôt pas un diplomate, un représentant d'un gouvernement. Lui, il n'aurait pas l'immunité. Voilà. Ils font une copie du disque. Et puis après, ils disent à Microsoft, lui, c'est totalement un terroriste, donne-nous la clé. Et après, ils peuvent voir ce qui se passe sur le disque. Et le truc, c'est que vous pourriez dire, non, il ne ferait pas ça. C'est. Surtout ces derniers temps, il pourrait totalement le faire, un représentant d'un gouvernement en Europe. Mais évidemment, pour le reste du monde, là, il le ferait totalement. Si vous avez un représentant qui vient, je sais pas moi, d'Iran, ce genre de choses, qu'est-ce qui les empêche de faire ça pour peut-être récupérer des informations, espionner ou autre chose? Donc, quoi qu'il arrive, pas une bonne chose. Pour Monsieur Tout-le-Monde, on va être honnête, pour Monsieur Tout-le-Monde, ça change pas grand-chose. Vous n'avez pas des informations sur votre ordinateur que le FBI a intéressé. Mais il y a quand même le truc que déjà les clés sont sauvegardées en clair quelque part, visiblement, puis, vu qu'ils peuvent les donner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une faille de sécurité chez Microsoft et que les clés se retrouvent quelque part sur le web. Déjà, ça, c'est un problème.
Après, encore une fois, pour monsieur tout le monde, c'est pas non plus hyper grave parce que qui serait intéressé vraiment de voir vos fichiers, vos photos de vacances? Je ne sais pas trop. Donc, mais c'est quand même un mauvais précédent et ça montre que des fois, oui, c'est un bon parallèle à la news d'avant, justement avec le fait que le gouvernement français va arrêter d'utiliser Microsoft Teams notamment et Zoom, mais il devrait aussi arrêter d'utiliser Windows selon moi. Et pour ceux qui voudraient justement trouver des alternatives à des services américains, vous avez un site web qui s'appelle European Alternative qui permet de tout simplement vous montrer des alternatives à tous les services. Donc, imaginons, on va aller dans catégorie, on va prendre, je sais pas moi, les emails notamment. Ben, au lieu d'utiliser Gmail ou autre, vous pourriez utiliser Mailbox, qui est un service de mail en Allemagne. Vous avez aussi Proton Email, Proton Mail plutôt, qui est très connu. Vous avez, je sais pas moi, est-ce qu'on en a un en français? Ah, il y en a un belge. Combel Email, je ne connais pas, mais ça existe. Et vous avez quelques indications, ben, notamment Proton, c'est en Suisse, donc c'est pas vraiment Union européenne, mais ça fait partie d'un pays qui a des bonnes relations avec l'Union européenne. Donc, ils vous le montrent justement, c'est EFTA Hosted, alors que vous avez les autres services, ben, eux, c'est EU Hosted, c'est-à-dire que c'est hébergé réellement en Union européenne. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous cherchez des alternatives, n'hésitez pas. Il faut que... J'aimerais bien faire une vidéo sur ce sujet-là, mais ça prend beaucoup de temps et ça, ça me forcera à changer beaucoup d'habitudes, ce qui sera assez problématique. Mais j'aimerais commencer petit à petit à justement remplacer beaucoup de services comme ça. Par exemple, oui, les gestionnaires de mots de passe, au lieu d'utiliser, je sais pas moi, aucun gestionnaire de mots de passe, vous pourriez utiliser ProtonPass, vous avez Passbolt apparemment ici, PiclodePass, Hypervolt en Belgique qui existe apparemment. Vous avez Bitwarden, j'utilise personnellement Bitwarden. Bitwarden a une version où vous pouvez l'héberger par vous-même, donc techniquement, du coup, si vous l'hébergez en Europe, ce serait hébergé en Europe. Ils ont aussi une version européenne en réalité qui est hébergée normalement en Europe. Donc ça, c'est aussi une alternative, mais tenez compte que Bitwarden n'est pas une société européenne, si je me souviens bien, donc pas entièrement, on va dire, on va dire dans l'alternative européenne. Donc ce serait mieux d'avoir par exemple ProtonPass certainement. Et maintenant, on passe au deal de la semaine avec le premier deal qui est un Corsair iQ-Link H100i RGB. C'est un 240 mm du coup, compatible avec Q-Link et vous avez tout dans la boîte pour le faire fonctionner. Et ce qui est selon moi le plus intéressant par rapport à juste un 240 mm d'une autre marque qui coûterait moins cher, parce qu'il en existe, hein, c'est que vous avez un vrai système de contrôle des ventilateurs. Vous pouvez notamment contrôler les ventilateurs selon la température du liquide de refroidissement, ce qui est le gros point le plus important avec le water cooling. Ça, c'est un truc que je pense que beaucoup de marques de water cooling devraient comprendre. C'est l'intérêt du water cooling, c'est que vous régulez la vitesse des ventilateurs selon le liquide de refroidissement. Du coup, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un ventilateur qui, oh, le CPU en charge, je tourne à fond et hop, je retourne à plus bas régime, mais vous avez un ventilateur qui, voilà, progresse lentement au niveau régime et redescend lentement aussi. Donc, vous avez un PC beaucoup plus silencieux. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font, malheureusement. C'est d'ailleurs pas le cas de mon water cooling Asus ici. Voilà, des fois, ça m'embête un petit peu d'entendre d'un coup le. Il est silencieux, mais c'est juste que j'entends quand le CPU est en charge. Et ça m'embête un petit peu. Donc, je vous le dis, si vous voulez un water cooling pour votre CPU, ça coûte un peu plus cher, mais avoir un vrai water cooling qui est contrôlé selon la température du liquide est très important. On a aussi un petit peu de ventilateur toujours chez Thermalright. C'est un kit qui est depuis très longtemps sur Amazon à un prix très intéressant, mais je le remonte parce que honnêtement, 21 €, 5 ventilateurs ARGB avec une bonne vitesse et tout. Si vous avez besoin de ventilateurs pour votre boîtier, voilà, c'est la meilleure offre possible, franchement. C'est des très bons ventilateurs, ça rajoute un peu de RGB à votre PC et sans casser la banque parce que 21 € pour 5 ventilateurs, ça fait genre 5 € par ventilateur, oui, c'est ça. Donc, ouais, très bon deal. On a aussi un peu de refroidissement chez Thermalright avec notamment ici le PS120 SE ARGB. C'est pas forcément leur meilleur refroidissement, ils ont aussi le Thermalright Assassin, mais celui-là en particulier reste toujours très bon. Vous avez 2 tours, 2 ventilateurs et surtout, il coûte 37 €. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on a du très bon écran pour 150 € ici. Vous avez un 27 pouces 1440p à 180 Hz avec une dalle Fast IPS et surtout un écran. Alors, chez KTC, c'est une marque qui existe depuis un petit moment, qui est plutôt connue. J'ai d'ailleurs un écran KTC, je ne sais plus où il est, j'ai mis quelque part. Mais dans tous les cas, vous avez un très bon design avec notamment un pied réglable en hauteur. Parce que beaucoup d'écrans à ce prix-là, oui, la dalle est très bonne, hein, mais ils sont souvent sur des pieds très simples. Vous n'avez aucun réglage en hauteur, vous pouvez l'incliner, mais c'est tout, quoi. Donc là, vous pouvez vraiment le régler en hauteur, l'incliner, le mettre en portrait, tout ça, c'est génial. D'ailleurs, si vous voulez un écran secondaire, si vous êtes un peu en mode
j'aimerais avoir un écran secondaire que certaines personnes utilisent comme écran principal, ben, vous pouvez totalement le faire parce que vous pouvez le mettre en mode portrait à côté de votre écran principal. Donc, ma foi, si vous voulez vous la péter, c'est tout à fait possible aussi. Mais pour 150 € pour un écran gaming, c'est juste parfait. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est juste parfait. On a aussi un petit peu de chargeur. Je sens un petit peu du hardware et du gaming ici, mais le Nexode 100 de chez Ugreen est un très bon chargeur. C'est personnellement celui que j'utilise tout le temps. J'ai toujours dans mon sac en déplacement. C'est la version ici avec en plus 4 USB type C. Donc, si vous êtes en mode j'ai plus besoin d'USB type A, ça vous permet d'avoir justement plus de ports de chargement ici parce que vous en avez 4. Donc là, toujours un très bon prix, 35 € pour un chargeur 100 watts de qualité. Bah, c'est juste nickel. Et comme vous pouvez voir, c'est le prix le plus bas. Alors, ils ont souvent des promotions, mais c'est quand même le prix le plus bas depuis les dernières promotions. Donc c'est... Et puis on a un chargeur 100 watts de chez Ugreen. Je sors un petit peu du gaming ici, mais selon moi, c'est une très bonne offre. Vous avez un chargeur 100 watts, 4 ports USB type C, donc vous pouvez charger pas mal d'appareils, jusqu'à 100 watts maximum, évidemment. C'est aussi le prix le plus bas depuis la dernière promotion. Ils font de temps en temps des promotions, donc c'est un deal qui revient de temps en temps, mais ça reste le prix le plus bas de toute l'histoire de ce chargeur-là. Et pour 35 € un chargeur 100 watts de telle qualité, pour moi, c'est juste excellent. Personnellement, c'est le chargeur que j'ai. Alors, j'ai la version avec l'USB type A, donc c'est l'ancienne version. J'ai toujours dans mon sac. C'est le chargeur que j'utilise quand je suis en déplacement. Ça me permet de charger un ordinateur portable sans aucun souci. Ça me permet de charger un téléphone. C'est juste parfait pour moi. Donc, moi, je vous le recommande parce que c'est selon moi le meilleur chargeur à avoir justement dans votre sac. Et pour ceux qui veulent améliorer le réseau local, vous avez ici un switch de chez TP-Link. 8 ports, 2,5 gigabits. Donc ça, c'est assez important parce que vous avez plein de cartes maintenant avec du 2,5 gigabits. Vous avez aussi beaucoup de routeurs Wi-Fi avec du 2,5 gigabits. Donc si vous voulez vraiment en profiter, ben, vous pouvez acheter un bed switch comme ça. Techniquement, les câbles que vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de les changer parce que tous les câbles, en tout cas en 4, même 5, il me semble, peuvent supporter le 2,5 gigabits. Donc pas besoin de changer les câbles. Vous changez juste ce switch-là et d'un coup, vous aurez des meilleurs transferts en local. Évidemment, c'est seulement en local, ça ne va pas améliorer votre connexion Internet. Mais pour 59 €, c'est une bonne petite amélioration, surtout si vous avez un NAS, si vous avez un routeur Wi-Fi justement 2,5 gigabits, ça vous permettra de l'utiliser pleinement, en tout cas sur votre réseau local. Et c'est tout pour les deals de la semaine. Vous aurez évidemment des liens affiliés dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à vous d'avance. Ensuite, nous avons les Core Ultra 300, donc Panther Lake, qui ont été enfin testés. Les reviews sont sortis et c'est plutôt prometteur. Donc, je vous rappelle que Panther Lake est les nouveaux processeurs de chez Intel pour en tout cas les ordinateurs portables pour le moment. C'est une nouvelle architecture qui est basée d'ailleurs sur leur nouveau processus Intel 18A, ce qui correspond à peu près à du 2 nanomètres. Donc en réalité, Intel a rattrapé assez bien leur retard. Parce que TSMC commence seulement maintenant à mettre en production justement le 2 nanomètres. Il y a pas encore, vous ne pouvez pas acheter un produit maintenant qui est en 2 nanomètres. Ça va seulement arriver cette année-ci. Et donc, Intel a vraiment rattrapé énormément de retard. Après, évidemment, tenez compte que quand vous avez TSMC en 2 nanomètres, Samsung en 2 nanomètres, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Parce que chacun interprète 2 nanomètres d'une manière différente. Mais dans tous les cas, c'est quand même surprenant de voir à quel point Intel a rattrapé leur retard. Et au niveau performance, les performances CPU, vous avez beaucoup de tests ici, comme vous pouvez voir. Les performances CPU sont un petit peu meilleures que l'ancienne architecture. Elles sont aussi un petit peu meilleures que ce que fait AMD. Surtout en multi-cœur, parce qu'ils ont jusqu'à, il me semble, jusqu'à 18 cœurs totalement, parce qu'ils ont évidemment des cœurs haute performance, des cœurs normaux, et puis des cœurs haute efficacité énergétique. Mais au total, ça leur donne des meilleures performances que ce que fait AMD, notamment avec les HX 370, et donc par extension les 470, parce que c'est basiquement les mêmes. Mais au niveau GPU, par contre, là, si cette news charge, c'est incroyable les progrès qu'ils ont fait. Donc, vous avez plusieurs reviews ici qui montrent justement les performances. Et ces Intel Arc, notamment celles que vous avez sur les plus gros processeurs Panther Lake, donc ceux qui ont un X devant, donc vous avez un X7 et un X9 notamment, et ici vous avez le X9 en particulier, sont très performants. Donc là notamment vous avez le Ryzen HX 370 qui utilise le même GPU, tenez en compte que la puce Z2 Extreme, donc c'est le meilleur GPU intégré que à AMD avant de passer au Ryzen et iMac, qui reste toujours plus performant, on le voit d'ailleurs sur le graphique. Mais c'est leur puce la plus performante dans leur console mobile, dans des ordinateurs portables aussi, des ultrabooks aussi, c'est assez important. Et vous pouvez voir que le Core Ultra du coup X9, donc qui utilise vraiment le plus gros GPU possible ici, est
63% plus performant dans cet indice de performance. Et ça se confirme dans plusieurs indices de performance. Vous pouvez voir ici la ROG Ally X qui utilise justement la puce Z2 extrême. Vous pouvez voir que l'Asus ZenBook Duo fait beaucoup mieux, à 30% plus rapide. Ici, on a des tests dans Cyberpunk. Encore une fois, l'Intel X9 plus puissant ici que même une puce Ryzen 395 Plus qui est limitée à 25 watts, tenez-en compte. Ça montre que j'ai vu plusieurs tests d'ailleurs là-dessus et vous pouvez le voir ici. Ici, c'est un GDP Win 5, justement avec ce fameux Ryzen AI Max 395 Plus. Et vous pouvez voir qu'à 30 watts versus la puce Intel à 30 watts, ils sont au coude à coude, mais la puce Intel a même des meilleurs 1%. Donc en réalité, elle est meilleure pour le gaming à 30 watts. Et j'ai vu plusieurs tests. À partir de 45 watts, le Ryzen AI Max commence, comme il a beaucoup plus, on va dire, c'est un plus gros GPU tout simplement. Comme il arrive à mieux, on va dire, déployer ses ailes, à partir de 45 watts, c'est là où il commence à passer devant justement la puce Intel. Mais en dessous de 45 watts, ce qui est le territoire des consoles mobiles, la puce Intel est meilleure. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. On le voit ici, même à 10 watts, on a toujours des performances qui sont pas si dégueulasses. Là, vous voyez 15 watts aussi, très bonne performance. Et encore une fois, versus 20 watts. Là, le GTP Win est un petit peu au-dessus. Ça va varier évidemment d'un jeu à l'autre, tenez-en compte. On a aussi du coup plus de chiffres de performance ici, encore une fois sur Cyberpunk, mais d'une autre publication. Donc chaque screen, vous voyez ici, c'est une publication différente. Et encore une fois, ça se confirme. Donc là, on voit la différence notamment avec les ARC 140T que vous aviez sur l'ancienne architecture, où vous avez aussi la différence par rapport au Radeon 890M, encore une fois que vous avez sur les puces Z2 extrêmes ainsi qu'HX 370 et par extension HX 470, vous pouvez voir que cette nouvelle architecture de Intel est juste devant, mais totalement. Il y a toutefois la comparaison intéressante, c'est Apple, avec notamment leur puce M5, qui est leur dernière puce, on va dire, la plus avancée, avant de passer même aux puces professionnelles qui devra arriver courant d'année, on ne sait pas quand, la M5 Pro, la M5 Max. Mais la M5 est la plus avancée, en tout cas, que vous avez dans des ordinateurs d'entrée de gamme. Entrée de gamme, je dis bien. Et comme vous pouvez voir, oui, Apple a fait quand même une puce très puissante, ça se voit ici. Alors, c'est Cyberpunk qui est natif maintenant sur macOS, tenez-en compte, donc ça leur permet d'avoir des bons chiffres de performance. Quand vous avez des jeux non natifs, ça va vite s'écrouler, mais ça montre juste les capacités justement de la puce Apple. Et comme vous pouvez voir, Intel est juste pas très loin en fait. Donc là, elle tourne à 26 watts, la puce M5, et la Arc B390 à 25 watts et à peu près au même niveau de performance. Elle a même des 1% holo bien meilleurs, c'est-à-dire que l'expérience de jeu sera meilleure. Donc franchement, j'ai envie de le dire, avec les progrès qu'ils ont fait sur leur partie graphique, plus le fait que maintenant ils ont un processus de gravure fait par eux-mêmes qui est équivalent à du 2 nanomètres, est-ce que c'est le retour d'Intel? Je pense que oui. Et un autre truc qu'on n'a pas parlé qui est très important pour les ordinateurs portables, c'est la batterie. Et dans tous les tests que j'ai pu voir, c'est impressionnant la durée de vie de la batterie sur ces appareils. Ça dépasse ce que fait même Qualcomm sur leur première génération. Il y a la deuxième génération qui arrive bientôt, donc il faudra voir. Et ça se rapproche même de ce que fait Apple avec leur MacBook avec des puces Apple Silicon. Donc franchement, j'ai envie de dire, bravo Intel, vous êtes revenu en force. Et c'est une bonne chose parce que je pense qu'AMD est devenu un peu complaisant, surtout sur le marché mobile où le marché mobile, le problème, c'est que vous avez dû le voir. AMD n'a jamais vraiment capturé le marché mobile. Intel a continué d'exister, alors que sur le PC fixe, ouais, la plupart des PC, à mon avis, vendus en ce moment, bon, il n'y a pas trop de PC vendus en ce moment vu les prix, mais en 2025, si vous regardez tous les PC vendus, je suis pratiquement sûr, surtout au niveau PC gaming, AMD dominait. Mais par contre, le marché mobile, ils ont eu toujours un petit peu de mal. Et c'est parce que je pense qu'ils étaient pas complaisants, c'est juste qu'ils ne prenaient pas au sérieux le marché mobile. Et donc Intel a continué de survivre. Et là, Intel juste refrappe en force parce que forcément, vous devez bien vous en douter, avec une telle efficacité énergétique, notamment le fait qu'ils consomment beaucoup moins que AMD pour les mêmes performances, avec leur partie graphique qui est bien plus puissante, s'ils décident de se lancer à fond sur le marché des PC fixes et surtout, le plus important pour eux, le marché des serveurs, ils pourraient faire assez mal à AMD. Donc, ma foi, 2026, même si ça va pas être l'année on va dire, de la vente de PC parce que les prix sont abusés, ça va peut-être être l'année du retour d'Intel, quoi qu'il arrive. Et c'est une bonne chose pour le consommateur. Un Intel fort, un AMD fort qui se battent réellement à pleine puissance l'un l'autre,
c'est une bonne chose pour nous parce que ça veut dire qu'on va avoir plus d'évolution sur les processeurs. Ça veut dire qu'on va avoir plus d'évolution sur les parties graphiques intégrées à ces processeurs. Et en tout est logique, des meilleurs prix, même si, voilà, hein, en ce moment, c'est pas trop ça, mais on va voir ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, GG Intel, vous êtes clairement de retour, en tout cas sur le marché mobile. En tout. Et au niveau carte graphique, Intel a aussi quelque chose qui arrive. Vous avez une nouvelle Arc Pro B65 et une nouvelle Arc Pro B70 qui pourra arriver très bientôt, toutes les deux avec 32 Go de GDDR6, donc c'est clairement pour le marché des IA, donc pour les gamers, voilà. Mais la B70 en particulier est plutôt prometteur parce que c'est ce fameux GPU qui utilise 32 cœurs XE2, voilà, c'est comme ça qu'on le prononce, XE2. Et du coup, c'est la Arc B770, c'est cette fameuse Arc B770, juste en version professionnelle ici. Donc, on ne sait pas s'il y aura une version grand public, qui ne sera pas une version pro, qui, elle, aurait certainement 16 Go de RAM, ce serait le plus logique, donc la moitié. Mais en tout cas, si la version professionnelle existe, qu'est-ce qui empêcherait qu'une version grand public existe très bientôt? Alors, évidemment, tenez en compte, ça utilise les anciens corps XE2, comme j'ai dit. Donc, ce n'est pas les mêmes cœurs que vous avez sur les derniers processeurs Panther Lake qu'on a vu juste avant, qui sont des XE3, qui sont beaucoup plus puissants. Donc là, on n'aurait pas une carte qui serait... Honnêtement, elle ne serait pas non plus incroyable. Elle serait certainement au-dessus d'une 9060 XT, mais certainement aussi en dessous d'une 9070 XT. Donc ça donnerait plus une carte milieu de gamme. Et puis, vu le prix de la RAM en ce moment, je ne sais pas si elle serait un prix très intéressant. Mais c'est quand même intéressant de voir Intel continuer de sortir des offres qui ont un intérêt parce que leurs Intel Arc sont plutôt puissantes dans les calculs d'IA, même si elles sont pas faites pour être des cartes ultra puissantes. Elles sont vendues à un prix qui sont raisonnables pour le marché professionnel, avec une bonne puissance, et ils ont pas mal de capacité. Donc s'ils sortent des modèles avec 32 Go de RAM, ça pourrait leur permettre de juste capturer un petit peu de ce marché IA qui rapporte énormément, et derrière, utiliser cet argent pour développer des meilleurs GPU, et donc, dans le futur, avoir des meilleurs GPU pour peut-être les gamers. Peut-être. Même si je pense qu'ils vont se concentrer clairement sur le marché des IA parce qu'il y a plus d'argent à se faire. Mais quand peut-être la bulle de l'IA explose, si elle explose, on ne sait pas, peut-être que derrière, tout ce qu'ils ont investi justement dans une nouvelle architecture GPU finira par arriver pour les gamers. Donc, ma foi, croisons les doigts. Et une autre nouveauté de Intel, c'est qu'ils ont sorti XeSS 3. Donc XeSS 3, c'est évidemment leur équivalent à DLSS. Donc ça, c'est la troisième version qui notamment apporte du multiframe génération, donc de la génération d'images multiples. Donc ils le sortent avant même AMD, parce que si vous regardez, jusqu'à maintenant, AMD a de la frame génération, mais pas du multiple frame génération comme Nvidia. Donc Intel a dépassé AMD ici. Et en plus, cette version de XeSS 3, avec même le multiframe génération, sera disponible sur toutes les Intel Arc normalement. Donc si vous avez une Intel Arc A770, qui est l'ancienne, hein, la toute première Intel Arc qui était sortie, vous pourrez l'utiliser en jeu. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Aussi, il faut le savoir, XeSS, en tout cas dans sa version 2, était meilleur qu'FSR 3, en tout cas au niveau qualité, dans pas mal de cas, même si DLSS restait devant, clairement. Donc ça montre que Intel a quand même bien fait la chose. Et XeSS, en tout cas en version 2, était même compatible avec d'autres cartes que Intel. Donc vous pouvez bien me le faire tourner sur une carte AMD ou même une carte Nvidia. Donc ça, c'était plutôt prometteur. Alors cette version 3, par contre, certaines fonctionnalités de en compte ne seront pas disponibles sur des cartes autres que les Intel Arc, ce qui est logique. Clairement, c'est cool de voir que Intel aussi continue de travailler là-dessus et ils ne se laissent pas faire. Ils sortent clairement quelque chose qui est solide au niveau justement upscaling, même si, encore une fois, Nvidia reste le top au niveau upscaling, surtout avec la version 4.5 de DLSS qui a encore amélioré les choses. Euh, je dirais qu'AMD est second, en tout cas avec FSR 4, parce que la qualité qu'ils ont justement apportée avec FSR 4 il y a eu un sacré gain, mais FSR 4 n'est disponible que sur les RX 9000. Donc ici, Intel, peut-être, s'ils ont pas mal amélioré la qualité, il faudra voir, ils pourraient avoir un produit plutôt prometteur, surtout si c'est disponible sur plus que les GPU Intel. Donc, vous voyez, Intel, clairement, ne reste pas sur leur laurier, ils sont en train d'essayer de rattraper justement leur retard, et ça en fait partie. Ensuite, de son côté, AMD a évidemment sorti le 9850X 3D, qui est une version légèrement overclockée du 9800X 3D, qui coûtera aussi environ $30, donc certainement 30 euros plus cher, on verra les prix un petit peu après. Et du coup, selon les tests qu'on a vus, ben oui,
c'est maintenant le meilleur CPU gaming que vous pouvez acheter, même si techniquement vous avez aussi la version 16 cœurs qui existe, mais comme on l'avait déjà vu, la version 16 cœurs, des fois, dans certains jeux, ça peut l'aider d'avoir 16 cœurs, mais dans d'autres cas, mais le jeu utilise les mauvais cœurs qui n'ont pas le cache X3D, et du coup, c'est-à-dire qu'ils ont moins de performance. Donc c'est un petit peu une situation bancale des fois. Mais du coup, avec cet overclocking, le 9850 X3D en tout cas, se place clairement comme le meilleur CPU pour les jeux vidéo que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça dépend des tests. Ici, vous avez Tech Power Up qui ont fait pas mal de tests, même en 720p. Mais regardons du 1080p avec une 5090, tenez-en compte. Vous pouvez voir que la différence est juste genre de 1 à 2%. Puis vous avez d'autres tests comme Hardware Unbox ici qui, eux, ont vu une différence dans leur sélection de jeux qui est plus de. Alors là, c'est par rapport à un Core Intel, ça marche mieux par rapport au 9800 X3D, qui elle est plus de 4% en 1080p médium. Donc tenez en compte ici, ils font des tests pour montrer vraiment la différence entre les CPU, mais ce n'est pas des tests réalistes pour le moment en tout cas, parce que c'est fait avec une 5090 en 1080p en médium. Donc c'est vraiment pour montrer la différence, qui dans le futur se montrera de plus en plus, parce que dans le futur, il y aura des meilleures cartes graphiques qui vont vraiment mieux stresser justement ce CPU. Et donc là, on verra justement cette différence commencer à apparaître de plus en plus. Mais à l'heure actuelle, oui, la différence, si vous jouez en 1080p Ultra ou même en 1440p Ultra, la différence, elle va être très minime. Mais c'est techniquement le meilleur CPU gaming à l'heure actuelle. Il faut en tenir compte. Qu'est-ce que ça donne aussi par rapport à Intel? Bon, le 14900K, lui, se fait défoncer, 28% plus rapide. Et le 285K, qui, même après les mises à jour, donc tenez en compte ici, ils ont justement un 285K avec le dernier BIOS et tout ça. Il y a eu des mises à jour qui ont amélioré les performances, mais même avec toute cette mise à jour, 42% plus performant. Donc oui, voilà. Intel ont peut-être rattrapé et clairement dépassé AMD au niveau PC portable, mais ils ont encore du travail pour le marché des PC fixes, ça c'est sûr. Un autre point important, c'est la consommation. Vous pouvez voir que ici, ce 9850 X3D consomme 118 watts, comparé au 9800 X3D qui était très efficace au niveau énergétique, qui consomme 95 watts. Même si le plus efficace en réalité, c'était toujours le 7800 X3D qui reste un champion là-dessus à 71 watts. Oui, c'est pas le plus performant, mais si vous faites un PC Minitix très compact, c'est certainement votre meilleur choix et il coûte moins cher aussi. Et du coup, là, oui, c'est quand même une sacrée augmentation de la consommation, mais ça reste toujours raisonnable, surtout quand vous voyez que c'est le CPU gaming le plus performant et surtout quand vous le comparez, par exemple, dans un jeu au 12900K ou même le 14900K qui a 213 watts, le 285K qui lui a 145 watts. Oui, ça va. C'est clairement une version overclockée. Ils ont clairement fait une Intel ici. C'est un peu ce que faisait Intel, juste pousser les fréquences, pousser la consommation pour avoir plus de performance. Mais pour le moment, ça va encore. Mais AMD, vous ne pourrez pas continuer de faire ça. Il faudra faire un peu plus d'efforts derrière. Et qu'est-ce que ça donne au niveau prix? Le 9800 X3D, du coup, lui, coûte au moins cher sur Amazon à 455 euros. Et vous pouvez voir que beaucoup de sites l'ont à entre 450 et 550 euros, même LDLC, ce qui est assez étonnant. Et du coup, le 9850 X3D, qui lui a été référencé récemment, est, en tout cas sur Amazon, beaucoup plus cher par contre, plus de 50 euros plus cher. Mais sur d'autres sites, par exemple LDLC, il serait plus 30 euros plus cher, ce qui est à peu près la différence de prix qu'on pourrait s'attendre. Du coup, j'ai fait un petit peu le calcul, mais s'il est 2% plus cher, ça veut dire qu'il serait 10% plus cher. Donc, ça veut dire que s'il est 2% plus performant, ça vaut la peine de payer 10 euros plus cher. Mais si jusqu'à 4% par contre plus performant, là, ce serait plus une différence justement de 20 euros. Donc, si vous pouvez l'avoir pour 30 euros plus cher, c'est pas un bon deal, mais ça va encore. Si vous pouvez l'avoir pour 20 euros ou 10 euros plus cher, là, ça va. Ça vaut la peine. Si vous pouvez l'avoir pour le même prix, oui, clairement, prenez-le. Il est meilleur. Même s'il consomme plus, il est meilleur au même prix. Mais par contre, oui, si la différence est de 50 euros, prenez un 9800 X3D, selon moi. Maintenant, oui, il y a certaines personnes qui auront déjà dépensé tout. Bon, en réalité, vu le prix de la RAM en ce moment, je ne suis pas sûr, mais si vous avez déjà maximisé votre config sur la quantité de RAM, sur la carte graphique, et que c'est le dernier truc que vous avez encore de budget, ok, mais oui, selon moi, ça ne vaut pas forcément la peine. Ça vaut vraiment seulement la peine si la différence de prix, comme j'ai dit, est de 20 voire 30 euros grand maximum.
et surtout, ça vaudra surtout la peine si c'est le même prix. Par contre, un truc aussi qui arrivera en 2026, c'est la prochaine architecture de chez AMD au niveau CPU, et ce sera Zen 6. Et la grosse nouveauté qui certainement arrivera pour Zen 6, c'est le fait qu'ils vont passer à une configuration au niveau des CCD, donc les complexes de cœur, de 8 cœurs justement à 12 cœurs. Donc on se retrouverait avec des CPU, en tout cas plus pour le gaming, qui aurait 12 cœurs, donc l'équivalent du 9800 X3D, le remplaçant aurait 12 cœurs, et surtout les plus gros CPU, par contre, les 16 cœurs passeraient à 24 cœurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce serait la plus grosse nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des énormes nouveautés au niveau de la, on va dire, des performances en single core, justement. Ça, on ne sait pas trop. On sait par contre qu'ils vont passer à un nouveau processus de gravure. On en avait parlé dans une précédente news, mais ils vont passer justement au processus de gravure 2 nanomètres de chez TSMC. Et ce serait même l'une des premières marques à y passer. Même plus vite que Apple, qui resterait sur le 3 nanomètres, ce qui est assez étonnant. C'est assez notable aussi parce que ce processus de chez TSMC en 2 nanomètres serait l'équivalent justement de ce que a Intel avec le 18A. Donc ce serait un petit peu le concurrent direct. Et donc peut-être ça permettrait justement à AMD de rattraper leur déficit en efficacité énergétique, surtout ces appareils mobiles. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut tenir compte, c'est que Intel a un avantage au niveau consommation électrique, peut-être dû au fait qu'ils ont juste un meilleur processus de gravure. AMD, avec les processeurs mobiles actuels, ils sont toujours coincés en 4 nanomètres. Et c'est peut-être pour ça justement qu'ils sont un petit peu moins efficaces. Et aussi peut-être le fait qu'ils devraient faire un peu plus d'efforts. Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, avec Zen 6, comme ils vont avoir un processus de gravure qui permet de faire des plus petits processeurs, des plus petits cœurs, mais ils vont en profiter pour mettre plus de cœurs. Et c'est pour ça que, comme vous pouvez voir, le CCD Zen 5, basé sur Zen 5, qui était en 4 nanomètres, qui avait 8 cœurs, faisait 71 mm². Et maintenant, le Zen 6, avec 12 cœurs, lui, fera juste 76. Donc, il a à peu près la même taille que les anciennes architectures. Donc, tout à fait logique ici. Il pourrait faire un plus petit processeur, mais ça ne sert à rien. On doit mettre plus de cœurs, avoir plus de puissance. Ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont justement avec des CCD de 8 cœurs. Comme vous pouvez voir, c'est depuis Zen 3 et avant, ils avaient Zen 2 qui apparemment faisait 2 fois 4 cœurs. Je ne me souviens plus exactement quelle était la configuration, mais ça fait un petit moment. Et donc, enfin, on a une évolution là-dessus, ce qui serait logique parce que la prochaine news qu'on a justement concerne, si elle charge, la prochaine news concerne Intel avec les Core Ultra 400 sur PC fixe, qui s'appellera Nova Lake pour information, qui pourrait du coup arriver fin 2026, donc ça correspond avec justement AMD ici, et c'est ces fameux processeurs Core Ultra qui auraient une augmentation massive, on peut le dire, du nombre de cœurs, parce que ici, il passerait à 52 cœurs au total sur les plus gros processeurs, donc 16 cœurs haute performance, 32 cœurs efficacité énergétique, plus les 4 petits cœurs haute efficacité énergétique. Ce qui est une sacrée différence par rapport à, par exemple, au Core Ultra 200, qui, je vous rappelle, avait jusqu'à 24 cœurs au total. Et vous avez toujours ce refresh qui apparemment arrive début 2026, qui sera toujours des Core Ultra 200. Donc je suis content personnellement qu'ils ne vont pas les appeler les Core Ultra 300 parce que ce serait assez mensonger. Je préfère justement qu'ils sautent les Core Ultra 300 pour passer au Core Ultra 400 avec Nova Lake, parce que Nova Lake serait la vraie prochaine architecture. Et du coup, eux aussi ont 24 cœurs au total. Ils sont juste légèrement overclockés. Et normalement, tenez-en compte, ces Core Ultra 400 sur Nova Lake seraient gravés justement en Intel 18A. Donc ce serait du 2 nanomètres, donc à peu près en toute logique la même efficacité énergétique que chez justement AMD avec le processus de chez TSMC. Autre chose intéressante aussi, c'est qu'il passerait au niveau graphique au nouveau cœur justement X3 et peut-être même des X3P qui serait une version améliorée des X3. Donc ça faudra voir. Donc bonne performance graphique, même si sur les processeurs de PC fixe pas le plus intéressant. Et surtout, ce seraient les premiers processeurs Intel qui auraient un cache X3D aussi, qui serait le BLLC, donc le Big Last Level Cache, qui serait du coup un concurrent direct au cache X3D d'AMD. Donc, autant le dire, cette fin 2026, surtout si les prix repartent à une normalité, sera très prometteur niveau PC. Donc, si vous voulez changer de PC à l'heure actuelle, alors, à l'heure actuelle, si vous avez déjà la RAM, changer de processeur, ça peut encore aller, même s'il faut voir. Mais moi, je dirais, oui, si votre PC tient encore très bien et vous pouvez l'optimiser, vous pouvez aussi, par exemple, réinstaller Windows. Ça permet des fois de gagner énormément en performance. Ou vous pouvez même peut-être passer sur Linux. Ben faites ça. Attendez fin 2026, déjà que les prix redeviennent normaux. Et aussi, il y aura des nouveautés au niveau processeur qui en valent clairement la peine. Au niveau GPU, par contre, oui, il n'y a aucune nouveauté. Donc là, c'est
Yep, un petit peu décevant, ce sera peut-être plus 2027. Et justement, on a eu plusieurs news sur un petit peu les GPU parce qu'il y a énormément de polémiques évidemment sur l'évolution des prix. Si vous regardez, et ça se voit sur GPU Tracker, le prix notamment des 5070 Ti a juste explosé. Donc là, 800 euros, c'était le prix normal, on va dire. Maintenant, vous les trouvez minimum à 959 euros. C'est encore sur un site un peu plus inconnu. Mais beaucoup de sites les ont maintenant au-dessus de 1000 euros, ce qui est abusé. C'est clairement largement au-dessus de leur prix de sortie et surtout du prix même qu'on avait lors du Black Friday où là, on a vu certains modèles même descendre en dessous de la barre des 800 euros. Et si vous regardez la 5080, c'est la même chose. Elle est en train d'exploser au niveau prix. Et c'est évidemment en partie dû au fait que le prix de la RAM et du coup de la VRAM par extension est en train d'exploser. Euh, Nvidia ici utilise la GDDR7 qui est encore plus, on va dire, sensible justement à cette évolution de prix parce que la GDDR7 est plutôt avancée. Elle est utilisée dans pas mal de GPU justement pour les calculs d'IA, donc elle est très populaire. Et donc forcément, les prix qui étaient déjà plus hauts que la GDDR6 sont en train d'exploser. Les GPU qui utilisent 16 Go de GDDR7, ben, évidemment, sont encore plus sensibles à cette évolution au niveau prix parce qu'ils en utilisent plus. Donc, ça veut dire que oui, on a forcément une augmentation de prix. Maintenant, est-ce que cette augmentation de prix devrait être aussi importante? C'est discutable. Et donc, il y a eu plusieurs polémiques. Il y a eu plusieurs informations qui sont entrées en conflit, notamment de la part d'Asus, qui a d'abord annoncé que apparemment les 5070 Ti étaient finis, il n'y en aurait plus. Mais ils ont ressorti une news comme quoi ils étaient en mode non, il y aura toujours des 5070 Ti. Et maintenant, vous avez aussi une news récente qui vient de Debauer, qui a eu des informations un petit peu en arrière-plan, on va dire, sur le fait qu'un programme très populaire de NVIDIA, qui était un programme qui permettait tout simplement de maintenir le prix, notamment des modèles MSRP, donc les modèles qui sont vraiment au prix annoncé, donc notamment c'est très important sur la 5070 Ti, eh bien ce programme est juste fini. Donc certainement c'était un programme qui existait. Alors ce programme n'est pas officiel, c'est plus un programme qu'on sait qui devait exister et certainement AMD a un truc similaire. Et c'est un programme qui permet juste, voilà, c'est Nvidia, AMD qui font des efforts pour que certains des GPU, en tout cas, soient au prix annoncé. Et puis vous avez d'autres modèles overclockés, des modèles plus haut de gamme qui eux sont au-dessus du prix et ça, mais ça, Nvidia et AMD s'en fichent un petit peu parce qu'ils laissent les marques faire ce qu'ils veulent. Donc ça existera toujours. Mais du coup, ce fameux programme, en tout cas chez Nvidia, apparemment serait fini parce que on peut le voir notamment avec la 5070 Ti. Nous n'avons aucun modèle qui respecte le prix annoncé, même si évidemment, encore une fois, le prix de la RAM est en train d'augmenter. Donc peut-être que juste Nvidia devrait corriger le prix annoncé de ces cartes parce qu'il me semble que pour le moment sur leur site c'est toujours le même prix annoncé. Donc c'est ça aussi le problème. Le prix n'a pas été rectifié. Donc forcément c'est impossible de le respecter si le prix de la RAM a augmenté derrière. Mais en tout cas, oui, ce serait logique aussi que ce programme finisse pour le moment parce que c'est juste impossible de garantir les prix annoncés en fait. Donc quoi qu'il arrive, beaucoup de confusion là-dessus, comme je l'ai dit, avec le fait que vous avez Asus qui annonce la fin des 5070 Ti à certaines personnes et puis finalement ils sont revenus en arrière. Et puis vous avez le fait que ce programme serait fini, mais ce programme techniquement n'existe pas de manière officielle, c'est plus officieux. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'on voit c'est que les prix des GPU Nvidia est en train de exploser. Alors qu'à côté de ça, chez AMD, le prix des GPU reste assez stable, surtout sur la 9070 XT, qui est pourtant la carte qui devrait prendre le plus de prix. Vous pouvez voir que en France, vous avez toujours Portala.fr ainsi qu'Infomax qui ont deux modèles à 689 euros, qui est d'ailleurs le prix MSRP AMD pour la 9070 XT. C'est le prix quand vous demandez à AMD combien doit coûter une 9070 XT au plus bas, c'est justement 689 euros. Donc c'est assez étonnant. Mais après, évidemment, vous avez vite d'autres modèles même qui sont censés être au prix de base. Par exemple, vous pouvez voir ici un modèle Power Color. Il est à 719 euros au moins cher, ce qui est au-dessus du prix de base qu'il est censé être parce que c'est un modèle normalement de base. Donc clairement, le prix de base n'est pas respecté par la plupart des gens. Mais il reste, comparé à ce qu'on a vu avec la 5070 Ti et la 5080, il reste raisonnable au niveau augmentation. C'est en partie dû au fait que la GDDR6 est beaucoup plus disponible que la GDDR7. Elle est moins populaire aussi pour tout ce qui est IA. C'est aussi la GDDR6, c'est même pas la GDDR6X qui était la version améliorée. Donc c'est clairement une mémoire qui est plus disponible et visiblement ça se voit que
ben, AMD arrive, en tout cas les constructeurs de cartes graphiques AMD arrivent à se procurer encore de la RAM à un prix raisonnable et du coup, ils n'augmentent pas encore trop les prix pour le moment. Pour le moment, parce que c'est certainement dû aussi au fait qu'il y avait d'énormes stocks de GDDR6 qui traînaient et que ces stocks sont en train de petit à petit ben, s'écouler. Donc, c'est probable que d'ici quelques mois, les prix explosent, même dans un mois. On ne le sait pas trop, mais pour le moment, si vous vouliez absolument un GPU AMD, notamment une 9070 XT, ben, le prix est toujours. C'est pas aussi bon que ce qu'on a vu lors du Black Friday, mais le prix est toujours raisonnable selon moi, surtout par rapport à Nvidia. Donc, si vous voulez absolument un nouveau GPU, à l'heure actuelle, parce que votre GPU actuel est juste mauvais, vous avez marre autre chose, bah, c'est encore le bon moment de justement prendre une 9070 XT. Maintenant, c'est la 9070 XT. On a vu des augmentations de prix, notamment sur la 9060 XT. Vous pouvez voir que, donc là, c'est le modèle 8 Go qui est censé coûter moins cher. Il coûte 349 euros. C'est plus le prix limite du modèle 16 Go, voilà quelques mois. Et si on regarde justement par un modèle 16 Go, qui lui va être beaucoup plus compliqué, vous pouvez voir que là, par contre, il y a une explosion de prix. 439 euros, c'est le prix d'une 5060 Ti 16 Go, voilà quelques mois. Et c'est clairement pratiquement 80 euros plus cher que le prix d'une 9060 XT 16 Go, voilà quelques mois. Donc là, par contre, oui, ça se voit que clairement, je pense que, et c'est le cas avec Nvidia, et c'est justement ce qui est en train de se dire en ce moment, il y a un effort de la part des deux constructeurs pour mettre en avant, ou plutôt se concentrer sur certains modèles qui rapportent plus. Donc chez AMD, ça va être la 9070 XT, parce que c'est le meilleur GPU qu'ils ont. Donc forcément, s'ils ont 16 Go de GDDR6 disponibles, plutôt que de le mettre sur une 9070 non XT, ils vont le mettre sur la version XT. Ça semble logique. Et c'est la même chose pour Nvidia. Et c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs comme quoi la 5070 Ti pourrait être en fin de vie, parce que elle utilise le même GPU que la 5080, mais avec moins de code core, et elle utilise la même quantité de VRAM et la même VRAM. Donc pourquoi, quand vous êtes un constructeur, vous avez très peu de VRAM disponible, pourquoi construire une 5070 Ti alors que vous pouvez juste faire une 5080? Donc c'est pour ça que la 5080 est en train d'exploser en prix, parce que c'est le modèle le plus populaire, mais il y a quand même des augmentations de prix de la RAM. Et c'est pour ça aussi qu'un 5070 Ti, elle, derrière, explose encore plus et va se rapprocher du prix de la 5080. Et il y a justement une news par rapport à ça au niveau des RTX 5000. 75% des RTX 5000 qui vont arriver pour ce premier trimestre de 2026 seraient seulement 3 modèles. Et ces 3 modèles seraient la 5060, la 5060 Ti 8 Go et la 5070 12 Go. Parce que ces 3 modèles en particulier sont les moins chers à fabriquer. C'est ceux qui ont le moins de VRAM et donc c'est aussi les plus populaires. Jusqu'à maintenant, c'était de toute façon les plus populaires, hein, tenez-en compte. Même hors crise de la RAM, ces 3 modèles en particulier constituaient une grosse partie des ventes de RTX 5000 parce que c'est juste les plus abordables. Mais là, ça va être encore plus le cas parce que, encore une fois, ils ont moins de VRAM, donc ils sont un peu plus faciles à fabriquer. Et puis derrière, à mon avis, vous avez la 5080 parce que la 5080 est le modèle au-dessus de la 5070, c'est le plus logique à fabriquer pour un constructeur. Donc, c'est pas trop ça niveau prix. Et d'ailleurs, si on regarde, on peut aller voir quel est le prix d'une 5060 à l'heure actuelle. Le prix est toujours pas très loin du prix annoncé. Il est un petit peu plus cher de ce qu'on a vu, parce que lors du Black Friday, on l'a vu des fois descendre en dessous de 300 euros, ou en tout cas se rapprocher des 300 euros. Là, vous l'avez à 320 euros, donc ça se voit qu'elle est moins affectée que les 5070 et 5080. Maintenant, celle que je me demande, c'est la 5060 Ti, surtout le modèle 8 Go. Combien il est? Alors, le modèle 8 Go a clairement augmenté en prix. Bien que, non, ça va encore au niveau augmentation de prix. Mais par contre, le modèle 16 Go, à mon avis, doit être abusé. Ouais, il est abusé. Regardez ça. What? Ok, le seul modèle disponible est à 569 euros. C'est le prix d'une 5070. Donc à ce moment-là, prenez juste une 5070. Et c'est dû au 16 Go de RAM. Ça se voit, à mon avis, juste. C'est même pas. Il y en a qui vont dire, oh, c'est Nvidia qui fait exprès de ne pas en fabriquer. Mais le truc, c'est, à mon avis, c'est même juste les constructeurs eux-mêmes qui sont en mode. Encore une fois, si vous êtes Asus, que vous avez des GPU, ça, vous avez encore des GPU, mais vous n'avez pas beaucoup de RAM, ou que ce soit MSI, tout ça. Je ne veux pas accuser une marque en particulier. Asus, MSI, Gigabyte, tout ça. Si vous avez des GPU, vous avez des GPU pour faire une 5060 Ti 8 Go et une 5060 Ti 16 Go qui utilisent le même GPU, mais vous n'avez pas assez de RAM, au lieu de faire une 5060 Ti avec 16 Go de RAM, pourquoi pas faire deux 5060 Ti avec 8 Go de RAM, et derrière, vous pouvez les vendre toujours à un prix raisonnable, vers 400 euros, et vous faire de l'argent. Alors que faire une seule carte, vous la vendez même 600 euros,
ça ne vaut pas la peine en fait. Donc, c'est juste logique. Vu la crise de la RAM actuelle, c'est juste logique qu'ils se concentrent sur les modèles 8 Go. Je n'excuse pas le fait qu'ils se concentrent sur les modèles 8 Go, mais je dis juste d'un point de vue business, c'est juste logique de faire ce choix. Et même chose avec la 5070, j'ai envie de voir justement à quel point elle a augmenté. En toute logique, elle a augmenté. Elle a clairement augmenté. Je sais que le plus bas que j'ai vu, c'était sur 520-530 € pendant le Black Friday. Mais en temps normal, elle était plus à 560 €. Et là, on voit que ouais, elle a augmenté 40-60 €. Elle a augmenté, mais pas autant que la 5060 Ti 16 Go, ça c'est sûr. Et pas autant que la 5070 Ti, du coup, 16 Go. Donc, elle est toujours à un prix. C'est pas un prix intéressant, être honnête. Mais si vous devez absolument acheter une carte, ça va encore pour le moment. Maintenant, j'ai envie de voir par exemple la 9070. La 9070 n'a pas encore trop augmenté au niveau prix, mais c'est certain un modèle qui va augmenter au prix parce qu'il y a encore une fois des informations que les constructeurs vont se concentrer sur la 9070 XT parce que c'est juste plus logique que faire des 9070. Donc les stocks de 9070 vont s'écouler et quand il n'y en aura plus beaucoup, même s'ils continuent à en fabriquer, mais il y en aura moins disponible et quand vous avez quelque chose qui est moins disponible, quand vous avez beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres, ben le prix augmente. Et c'est justement ce qui se passe avec la 5060 Ti 16 Go. Il y a beaucoup de demandes, mais pas beaucoup d'offres à l'heure actuelle. Donc là, c'est certainement quelque chose qui va arriver à la 9070, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Elle reste raisonnable au niveau prix. Si vous pouvez acheter, oui, clairement, si vous avez une 9070 face à une 5070, la 9070 est plus puissante, en tout cas d'un point de vue puissance brute. Maintenant, moi, je dirais que oui, économisez et prenez la 9070 XT qui est encore plus puissante. Là, ça vaut largement la peine. 9070 XT est certainement la meilleure carte que vous pouvez acheter à l'heure actuelle encore maintenant. La deuxième carte qui était la meilleure, il y a quelques mois, c'était la 9060 XT 16 Go, mais on l'a vu, elle, par contre, ça commence à devenir un peu compliqué pour elle. Donc oui, ma foi, si vous devez acheter une carte graphique, c'est compliqué. C'est clairement compliqué. Il y a encore quelques modèles qui sont raisonnables niveau prix. Comme j'ai dit, 9070 XT, 5060, 8 Go, même si ce n'était pas une carte que je recommandais le plus. Clairement pas. Selon moi, c'est même une carte à éviter parce que 8 Go de RAM, c'est juste pas assez en 2026. Mais si vous devez absolument en acheter une, les prix sont encore raisonnables. Donc, c'est le dernier moment. À mon avis, c'est le dernier moment. Parce que d'ici quelques mois, ça va devenir très compliqué. Donc, ma foi, voilà, c'était tout sur l'update des prix des GPU qui est horrible. Une autre news Nvidia, c'est le fait qu'ils ont enfin sorti GeForce Now sur Linux. Donc, vous avez enfin un client qui est disponible pour faire tourner GeForce Now. Alors, évidemment, à voir si vous êtes intéressé avec GeForce Now, surtout que récemment, je vous rappelle qu'ils ont augmenté les prix indirectement si vous jouez plus de 100 heures par mois, ce qui peut vite être atteint si vous êtes un gros joueur. Mais si vous êtes sur Linux, que vous aimez bien Linux, mais que juste votre PC a un peu du mal à faire tourner les jeux, ou il y a certains jeux qui ne tournent juste pas du tout sur Linux, ça peut être une alternative maintenant qui est disponible, même si je pense que les gros utilisateurs Linux qui adorent Linux ne seraient pas forcément fans d'utiliser GeForce Now, je pense, mais voilà, c'est une alternative qui existe, ça ne fait pas de mal. À mon avis, ça va être un public très réduit, mais ça montre juste que ben, il y a de plus en plus de gens qui veulent justement passer sur Linux, et plus il y a d'alternatives, plus il y a de choses disponibles sur Linux, plus ça incite justement les gens à y passer. Et justement, vous avez aussi GOG qui a posté une offre d'emploi récemment pour justement un ingénieur spécialisé dans Linux. Ce qui indiquerait que GOG veulent justement sortir une version de leur client sur Linux. Ce qui est très intéressant parce que ça donnerait une autre alternative à ce qu'on a actuellement qui est juste Steam. Alors Steam est très bon, il y a énormément de jeux, vous avez Steam Play, tout ça, mais avoir une autre alternative sur Linux serait incroyable. Et donc là, ils ont même indiqué que Linux est la prochaine frontière majeure même, ce qui semble indiquer que oui, le vent est en train de tourner. Surtout avec le fait que Windows fait un peu de la merde avec... Enfin, Microsoft fait un peu de la merde avec Windows. Il y a de plus en plus de choses disponibles sur Linux. Et comme je l'ai dit avec l'autre news justement avant, avec Nvidia, avec GeForce Now, plus vous avez d'alternatives, plus vous avez de choses disponibles sur Linux, plus il y a de gens qui vont se dire « Hey, bah, je pourrais passer sur Linux. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Et on a une news par rapport à ça au niveau du fait que Windows 10 commence à récupérer des parts de marché. Donc visiblement, il y a des gens qui sont passés à Windows 11 et qui étaient en mode « Oh, c'est de la merde, je vais repasser à Windows 10. » Parce que là, on voit que Windows 11 a commencé à rebaisser au niveau part de marché, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. C'est une sacrée baisse. Et Windows 10 a repris
justement des parts de marché. Et c'est clairement dû au fait que Windows 11 a d'énormes problèmes. Ils sont en train de pousser tout ce qui est IA à fond dedans. Et le gros problème, c'est que les fonctionnalités sont clairement pas finies. Ça se voit. Il y a énormément de bugs. Il y a aussi le fait qu'avec Windows 10, si vous vous rappelez, il y avait une équipe de test Windows qui existait. Donc, vous aviez des ingénieurs qui étaient là juste pour tester Windows à fond, découvrir les bugs, fixer les bugs. Et avec l'arrivée de Windows 10, ils ont viré une grande partie de ces personnes-là et ils ont lancé le programme Insider. En gros, c'est la communauté qui teste pour trouver les bugs. Et depuis, euh, on va dire que les choses ne se sont pas améliorées parce que même si la communauté trouve les bugs, Microsoft met étonnamment énormément de temps à les fixer. Et ça, c'est un énorme problème. Et du coup, avec Windows 11, ça s'est empiré, clairement. Avec le fait qu'ils rajoutent de plus en plus de fonctionnalités d'IA, euh, c'est juste. Windows 11 est juste cassé en ce moment. On peut le dire. Il y a d'énormes problèmes. Vous avez même plus en plus de gens qui appellent Microsoft Microslop parce que le slop, c'est un terme qui est souvent utilisé avec toutes ces vidéos d'IA qui sont juste, voilà, vous savez ce genre de vidéos d'IA, juste où vous avez un chien qui frappe à la porte et puis qui sort un lance-flamme ou autre chose. Ce genre de vidéo, on appelle ça des AI slop en anglais. Et du coup, il y a des gens qui font le parallèle avec Microsoft, vu qu'ils mettent plein d'IA dans leur OS, on ne pourra pas les appeler Microslop. Et apparemment, il faut le savoir, Microsoft déteste ce terme, donc n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'apparemment, s'ils le détestent, c'est une bonne chose selon moi. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y a de plus en plus de gens qui repassent à Windows 10 parce que dans Windows 10, même si voilà, il n'est pas parfait, il n'y a pas toutes ces fonctionnalités d'IA qui sont forcées dans notre visage. Récemment, j'ai mis à jour un PC et j'ai eu un écran sur l'écran de démarrage de Windows qui me disait Hey, est-ce que tu veux utiliser Recall? Vous savez, cette fonctionnalité qui vous espionne en permanence. C'est désactivé par défaut, mais ils m'ont proposé Hey, tu veux l'utiliser? Et bizarrement, quand je disais non, j'ai dû cliquer plusieurs fois pour qu'ils comprennent que je voulais pas. Je sais pas si c'était juste il laguait derrière ou autre chose, mais c'était un peu effrayant. Mais du coup, Microsoft a compris qu'il y avait quand même un problème. Ils ont récemment communiqué sur le fait que, oui, pour 2026, leur but, ça va justement de régler les problèmes avec Windows 11. Et de mettre un petit peu en pause tout le développement de tout ce qui est IA. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont dit. OK. Le truc, c'est que à chaque fois que vous avez une entreprise, il faut toujours en tenir compte. Quand ils disent quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ce que vous devez regarder, c'est ce qu'ils font, justement. Ne regardez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Donc ici, ça va prendre un petit peu de temps, mais en toute logique, si ils tiennent leur parole, on devrait voir des fixes arriver pour Windows 11 en tout cas. Mais ça, seul le temps nous le dira. Et c'est un message quand même c'est Pavan Davuluri qui a dit ça, et c'est le président of Windows and Device, donc c'est quand même quelqu'un de haut placé, c'est un message officiel. Ils ont dit que, oui, ils ont reçu du feedback de la part de la communauté, notamment à travers le programme Windows Insider, et c'est clair. Nous devons améliorer Windows d'une façon qui a du sens pour les gens qui l'utilisent, justement, et c'est pour ça qu'ils disent que cette année-ci, ils vont se concentrer justement à régler ces problèmes-là, améliorer les performances, la stabilité du système et l'expérience utilisateur. Donc, ma foi, Microsoft, la balle est dans votre camp. Vous avez dit que vous allez le faire. Maintenant, tenez votre promesse. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.